Nous évoquions tout à l'heure le Zimbabwe où la police a dispersé violemment des manifestations de l'opposition et on était sur la situation économique de ce pays, David Jabavi, où l'agriculture, donc, qui, depuis le départ des Blancs, a véritablement chuté. Oui, et cette agriculture a pris un très gros coup parce que Mugabe avait fait miroiter la promesse aux Zimbabwéens qu'en faisant partie les Anglais, l'économie de ce pays va prendre de l'aile, alors que c'était pas ça. Lorsque les Anglais étaient partis, il fallait maintenant redistribuer les terres aux Zimbabwéens. Ça avait posé des problèmes et ça a fait que l'agriculture de ce pays était restée dans cette situation qui n'a pas pu décoller après. Mais avec l'arrivée de Mnangagwa, les mêmes crises se sont répétées. Et donc aujourd'hui, l'ensemble du peuple zimbabwéen s'interroge, se pose la question de savoir quel est l'avenir qui leur est réservé. Où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui? On vous dit que le carburant est très cher dans ce pays. On vous dit que pour s'alimenter, il faut véritablement... Il y a pénurie alimentaire. Voilà. Et dans tous les secteurs de la sphère économique, il y a un gros problème. Et c'est pour ça que l'opposition appelle régulièrement à sortir pour manifester ce désarroi. Aujourd'hui, si la police vient réprimer ces manifestations, je pense que ça ne va pas dans l'intérêt du gouvernement. Il faut plutôt écouter le peuple pour savoir trouver des solutions à leurs problèmes. Alors, Jérôme Soso, au même moment, et ça c'est à la décharge du gouvernement zimbabwéen, c'est que le pays vit sous des sanctions très dures de la communauté internationale depuis plusieurs années. Et ça ne favorise pas le développement économique. Mais oui, il va falloir que ce gouvernement réfléchisse autrement. Et si le pays est toujours sous sanction et qu'il vit sur son économie qui est d'ailleurs en dégradation, je crois que la population va subir le coup. Et c'est pour ça que c'est ça même qui excite la population à se soulever régulièrement contre surtout que Emerson a fait une promesse de relever le niveau économique et financier du pays, ce qu'il n'a pas pu faire jusqu'à ce jour, et que les gens ont constamment faim et que rien ne bouge dans le pays. Mais je crois que c'est de bonne guerre que constamment des gens descendent dans les rues. Et comme le disait David tout à l'heure, je crois qu'il faudrait que ce gouvernement refasse ou réfléchisse autrement pour prêter une oreille attentive à ce peuple-là. Sinon, je crois qu'avec cette allure-là, ce pouvoir finira par disparaître. En tout cas. Second sujet, c'est le Soudan. Nous allons évoquer maintenant l'ouverture du procès pour corruption contre l'ancien président Omar el-Béchir. Omar el-Béchir, qui a dirigé le Soudan pendant 30 ans, est arrivé lundi devant un tribunal de Khartoum où il doit être pour corruption. L'ex-chef de l'État, déposé par l'armée le 11 avril dernier, escorté par un imposant convoi militaire, s'est présenté donc à ce tribunal de Khartoum selon une source. Son procès devait s'ouvrir samedi, mais il a été reporté sine die. Monsieur Béchir, 75 ans, détenu dans une prison de Khartoum, a été informé par le parquet qu'il faisait face à des accusations de possession illégale de devises étrangères, corruption et pour avoir reçu des cadeaux illégalement. Il faut souligner que fin avril, les chefs du Conseil militaire de transition, le général Abdel Fattah al-Burhan, avaient affirmé que l'équivalent de plus de 113 millions de dollars avait été saisi en liquide dans la résidence de l'ancien président. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Credo Tété, ce procès ne s'apparente pas du saupoudrage dans la mesure où ce n'est pas le plus accablant contre Omar el-Béchir? Non, mais moi, je ne parlerai pas de saupoudrage, mais je parlerai de populisme politique, parce que on en a comme l'impression qu'ils veulent laisser les réels problèmes du Soudan et faire du saupoudrage, comme vous venez de le dire. Parce que le procès de Omar el-Béchir, donc c'est le procès même de ces dirigeants qui ont participé à sa gouvernance. Parce que Béchir ne l'a pas fait tout seul. Et si nous considérons même les chefs d'accusation qui sont retenus contre lui, donc on nous parle de possession de devises étrangères, qui parmi eux ne possède pas de devises étrangères dans sa maison. Et de double nationalité. Donc, c'est pour lui qu'ils ont exposé sur la place publique. Donc, on nous parle de corruption. Donc là, M. Béchir ne s'est pas levé tout seul pour implémenter un système
de corruption. Donc, c'est lui le président. Donc, il est le premier répondant. Mais le système de corruption a été disons, goupillé par ses plus proches collaborateurs qui se retrouvent aujourd'hui de l'autre camp et qui veulent le juger. Parce que dans la manifestation, ou bien dans la tenue de ce procès, on a comme l'impression qu'on veut habiller uniquement Omar El-Béchir, alors qu'ils ont participé collectivement à la gouvernance même de ce truc-là. Et lorsque le troisième chef d'accusation... reçu des cadeaux illégalement. Reçu des cadeaux illégalement. Un président, lorsqu'on lui fait l'honneur de lui faire un cadeau, donc il fait également l'honneur à celui qui offre de le recevoir. Donc on ne peut pas le dire. C'est pour lui qui est visible aujourd'hui. C'est pour lui qui est visible aujourd'hui. Mais moi, je crois que les chefs d'accusation sont tellement légers et ça exprime également une certaine précipitation pour terminer avec Omar El-Béchir. Vous verrez, la suite nous donnera raison parce que ce procès, je ne vois pas ce procès aboutir parce que si on doit faire le procès de Omar El-Béchir, il faut faire le procès de tout un système politique d'avant maintenant. Alors, Jérôme, ceux qui sont en train de livrer Omar El-Béchir à ce procès sont un peu ses collègues militaires qui l'ont un peu soutenu dans ses exactions dans le Darfour, tout ça. Est-ce que ce n'est pas savamment orchestré de laisser de côté cette affaire-là et de le prendre plutôt sur la question de corruption? Non, ce qui se passe actuellement au Soudan s'apparente à une hypocrisie pure et simple. Parce que je vois mal pourquoi est-ce que un système... Vous avez travaillé avec un système, vous avez fait tout avec un système du jour au lendemain, vous saisissez de quelqu'un, vous dites que peut-être que c'est lui la tête du système, et puis bon, vous voulez lui coller un procès. En même temps, le peuple aime les sacrifices. Oui, mais bon, moi je donne plutôt raison à la population qui dit de laisser tomber ces chefs d'accusation, c'est-à-dire la corruption, des vies étrangères là, et que de s'attaquer au réel problème, c'est-à-dire des crimes de sang orchestrés par le système, par le régime El-Béchir. Donc, je crois que c'est le réel problème, ça. C'est ce que le peuple même veut. Omar El-Béchir a fait 30 ans à la tête de ce pays. Il a commis beaucoup de crimes de sang, beaucoup de crimes économiques, on le sait. Et là, on laisse ces crimes de côté, et puis on s'attaque au Ménifétrin ou au subdivisaire. Moi, je crois que c'est du faux problème. Il faudrait que la justice soudanaise, si elle veut donner, on veut faire plaisir au peuple, mais qu'elle revienne sur les réelles réclamations de ce peuple-là, c'est-à-dire qu'on colle un procès, un véritable procès à El-Béchir pour les crimes de sang qu'il avait commis durant tout son mandat. Mais en même temps, Béchir, tout ce qu'on lui reproche aujourd'hui, il les a commis également. Bien évidemment, c'est la conséquence directe de la mauvaise gouvernance. Parce que vous traînez un peu trop au pouvoir aussi, ça pose problème. 30 années pour se retrouver derrière les barreaux comme ça, devant ce peuple que vous aviez eu à diriger pendant des décennies et que vous ayez été destitué de tous vos droits de citoyen soudanais, ça fait quand même pitié. Alors, aujourd'hui, Béchir paye le prix de la mauvaise gouvernance qu'il avait imprimé de sa gestion à la tête du Soudan. Et si aujourd'hui on l'accuse de détournement, de fraude, etc., je pense que il a bien mérité. Béchir aurait pu quitter le pouvoir à un moment de son parcours politique où il avait déjà tout fait et qu'il aurait pu partir. Il serait aujourd'hui applaudi, il ne vivrait pas ce calvaire qu'on lui impose. À 75 ans, en Afrique, on est un sage, on est respecté, on n'est pas exposé aux médias, on n'est pas exposé dans des procès pareils. Ça fait vraiment mal. Mais je pense que aujourd'hui, s'il se retrouve là-bas, c'est parce qu'il a voulu. Comment vous êtes chef d'État, on vous fait des cadeaux. C'est en cela je vais être un peu en contradiction avec Ledo. Mais déclarer les cadeaux qu'on vous fait, ailleurs ça se fait. Quand vous cachez, on vous dit Béchir est parti, les militaires sont rentrés dans sa résidence, ils sont sortis avec plus de 100 millions de dollars, c'est ça, non? Au moment où même le peuple a faim. Mais c'est quand même extraordinaire. Quand on revisite un peu l'histoire qui a amené la population à se soulever, on vous parle d'augmentation du prix du pain.
C'est quand même assez extraordinaire qu'un président dispose de ces centaines de millions d'euros dans sa résidence et qu'en face, le peuple que vous dirigez pendant des années meurt de faim. Et vous augmentez encore. C'est quand même assez extraordinaire. Et donc aujourd'hui, il paye ce qu'il avait monté, ce qu'il avait mis en place comme gouvernance. Et de deux, le procès ne va pas s'arrêter au crime financier. Le procès va aller loin. Rappelez-vous que la CPI a mandaté un arrêt contre ce président. Et donc, après cette étape du procès financier, la CPI va, ou les instances judiciaires du Soudan vont rentrer dans l'autre dossier. Donc, il faut maintenant éclaircir tous ces dossiers pourris que Béchir a entraînés sous sa présidence pour permettre aux Soudanais de dire enfin nous avons réussi à faire partie ce monsieur, à faire partie tout le système. Aujourd'hui, c'est l'armée qui est au pouvoir. Cette armée, elle a été créée ou elle a été formée par qui? Par Béchir. Et donc, s'ils sont là et que cette armée a la volonté d'aller à la fin de cette crise, elle va le faire. Mais aujourd'hui, on a quand même compris à un moment que cette armée a compris qu'il faut laisser du lest pour justement permettre à la communauté internationale de comprendre cette volonté que cette armée a d'ouvrir les vannes pour que la crise puisse passer. Et c'est ça qui composera aussi le bilan de cette armée qui va diriger comment ils appellent ça, la période transitoire dans ce pays. Alors, ce qui est quand même suffisamment grave dans les accusations portées contre Omar el-Béchir, c'est qu'il est interdit au Soudan de détenir des devises étrangères. C'est le président lui-même qui l'a institué. Oui, non, je crois que le président, il est amené à voyager, donc il a besoin de devises étrangères. Et lorsqu'un chef d'État... Oui, non, c'est lui le premier magistrat. Et quand un président fait un voyage, donc il ne va pas au guichet, et donc il ne va pas à la caisse d'une banque. Donc il a toujours de la liquidité. Moi, je crois que le problème n'est pas... À cette hauteur-là... Non, qu'est-ce que vous parlez de hauteur? Peut-être que si on ausculte les résidences de certains autres chefs d'État africains, donc on peut trouver plus que ce que M. Béchir a. Un chef d'État... Ce n'est pas joli. Non, non, mais même on ne parle pas sur le plan de la beauté politique. En politique, il n'y a pas cette notion de beauté parce que... Ce n'est pas joli pour l'image de la gouvernance. Non, je suis en train... Non, je sais que nous sommes en train de parler au sens pas réel de la question. Mais je dis, c'est vrai, c'est lui-même qui a fait la loi. Et généralement, ceux qui font des lois assez rigides sont les premières personnes même. Enfin, c'est cette loi. Peut-être qu'il a abusé de son autorité de président, donc il a gardé des devises par devers lui. Mais ce qui est un peu écœurant, c'est qu'au moment où il a ces devises à sa disposition, il y a le peuple qui souffrait et autres là. Donc, il pouvait également penser à une autre redistribution de la richesse. Mais moi, là où je ne partage pas totalement l'avis aussi de mon cher confrère David, lorsqu'il parle de la mauvaise gouvernance. Moi, je ne parlerai pas de la mauvaise gouvernance, mais je parlerai d'une méchanceté politique. D'une méchanceté même militaro-politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est M. Béchir en tant que premier responsable dans le temps. Mais ceux qui le jugent aujourd'hui même ont participé à la commission de ces faits ou bien de ces voies de fait. Donc, eux aussi, ils ne sont pas... Non, mais... qui sont au pouvoir aujourd'hui. Non, oui. Et là, faire le procès de M. Béchir aujourd'hui ne voudrait pas dire qu'ils sont dans une logique de bien faire. Donc, ils veulent seulement, comme l'a dit Samuel, saupoudrer le climat politique, parce que les réels problèmes sont ailleurs. Donc, à un certain moment, c'est le Soudan même qui a protégé El-Béchir pour qu'on ne le livre pas à la CPI. Donc, et les charges retenues du côté de la CPI, c'est pas corruption, là, ce sont des charges assez consistantes. C'est les crimes de sang et autres là. Donc là, moi, je peux même dire, je peux me tromper, sous réserve, est-ce que ce régime militaire n'est pas en train d'aider M. Béchir même à échapper à la justice internationale? Parce que
s'ils l'ont arrêté, donc c'est juste pour dire que nous l'avons mis au frais. Maintenant, ils s'empressent pour faire un procès avec des chefs d'accusation qui ne tiennent pas la route, qu'on a fabriqué de toutes pièces et autres là. Maintenant, est-ce qu'après ça, est-ce qu'ils auront le courage politique de le voir du côté de la CPI? On ne peut pas dire... Ils se sont déjà opposés à ça, ils ne vont pas le livrer à la CPI. Du moment où... Ils sont capables de le juger. Du moment où ils sont comptables aussi de ce qu'on reproche du côté de la CPI à M. Béchir, donc ils ne voudront jamais que M. Béchir soit à la haie, parce que lorsqu'il est là-bas, les langues vont se délier et l'actuelle gouvernance même du pays serait inquiétée. Alors ici, il y a un autre aspect que moi je voudrais qu'on touche, et ça concerne les anciens présidents. Quand on regarde un peu l'image que nous avons derrière nous, d'un Béchir qui se retrouve en cage comme une bête de foire, est-ce que c'est joli de mettre un président de la République dans cette posture-là? Non, je crois que ça ne donne pas de bonne image. Et ça, les présidents africains ne tirent pas des exemples sur tout ce qui se passe. Si nous prenons Yaya Jammeh, par exemple, qui était tout puissant hier, qui aujourd'hui est plus fragile que, je ne sais pas quoi, peut-être un coton. Moi, ça me fait très, 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 très mal. Et là, on parle peut-être des crimes de sang, de corruption, des crimes économiques qui les ont chassés du pouvoir. Et de l'autre côté, il y a d'autres qui présentent un état de santé trop fragile, mais qui refusent de partir et qui s'accrochent toujours au pouvoir là. Et ça ne donne pas une belle image. Je crois qu'on viendra sur le cas du Gabon où Ali Bongo est en train de salir l'image de toute l'Afrique. Moi, ça me donne toujours un problème. Et David le disait, en temps, il faut quitter le plat, il faut savoir quitter le plat avant que le plat ne vous quitte. À un moment donné, de votre vie de gestion du pouvoir, arriver à un moment donné, ne cherchez pas à tripatouiller à longueur de journée la Constitution. Et puis bon, tranquillement, vous partez comme notre ami Issoufou est en train de nous le dire. On a bien voulu... Non, mais c'est seulement en parole. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il a déjà tout à fait. Donc, moi, je dis que ceux qui sont là aujourd'hui, notamment le chef d'État du Togo, prennent des exemples sur ces gens, savoir quitter le plan, avant que le plan ne tente de les quitter, parce que ça ne donne plus finalement une bonne image. Le cas de Blaise Compaoré, qui était hier le grand médiateur de toute l'Afrique, qui est ici, qui est là, partout. Et puis, un beau matin, les Burkinabés se sont levés et puis, rapidement, il ne sait même pas là où il se trouve. Et finalement, il a tenté de changer sa nationalité. Ça ne fait pas quand même une bonne image. Mais David Diagoawi, ce n'est pas quand même une raison pour mettre un ancien chef d'État dans ces conditions. Qu'est-ce que vous appelez ancien chef d'État? Tuer des gens aussi, c'est bien. Quand, sous votre présidence, vous posez des actes contre nature, lorsque vous tuez votre population, lorsque vous vous accrochez au pouvoir, lorsque vous commettez des crimes financiers, et qu'on vous arrête comme Béchir, comme on l'a arrêté là, c'est ce que vous méritez. Il n'y a qu'en Afrique qu'on a ce genre d'image. Même s'il y en a dans certains pays européens, même s'il y en a dans d'autres pays, je pense qu'il n'y a qu'en Afrique qu'on vit ce genre de situation. Et ça fait très mal pour un chef d'État qui a passé 3 décennies au pouvoir. La tête d'un pays. Et qui a été l'homme le plus puissant. Qui aujourd'hui, parce qu'il a voulu... Et donc il est parti, il se retrouve dans cette situation. Ça fait très mal. Je pense que la sagesse africaine recommande que, à un moment, lorsque vous atteignez un certain âge, il faut que vous fassiez prévaloir votre droit de sage et que vous compreniez que les réalités ne sont plus les mêmes. Quittez le pouvoir. Quand vous finissez votre mandat, quittez le pouvoir. Vous serez adulé. On a des anciens présidents en Afrique de l'Ouest. Il faut quand même dire que pour Béchir, il quittait le pouvoir parce que les gens se sont soulevés. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on demande au président? Quand le peuple se soulève, il faut partir en même temps? Non, pas ça. Mais quand vous-même, consciencieusement, vous vous rendez compte que votre gouvernance ne répond plus aux aspirations du peuple. Les présidents ont démissionné en plein mandat. Ailleurs, des présidents ont refusé un prochain mandat.
Parce qu'ils ont compris qu'ils sont arrivés à la limite. Il y a certains même qui ne sont pas allés au terme de leur premier mandat. Voilà, ils ont arrêté. Arrêtez! C'est rien du tout. Arrêtez. Vous reviendrez. Vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin avec le colonel, le général Kérékou. Dans d'autres pays en Afrique. Lorsque vous passez, le peuple va se mettre à genoux et vous acclamer. C'est ça l'image qu'on veut des anciens chefs d'État. Oui, non, mais moi, je voudrais intervenir en 2 points. À suivre, mes chers confrères, donc je crois que j'ai comme l'impression qu'on fait une construction de phrases françaises. Et le sujet, verbe, le complément. Ça, c'est bien beau. Mais lorsqu'on est au pouvoir, je crois que c'est non seulement c'est autre chose, le pouvoir saoule à un certain moment. Et lorsqu'on est au pouvoir, donc on n'est plus tellement attaquant de pointe si on imagine un match de football, mais on est sur la défensive. Et lorsque on est tout le temps sur la défensive, il y a des choses qui échappent. Donc on ne peut pas excuser. Aujourd'hui, le général Omar el-Béchir, il a certes gouverné le Soudan, mais il a également commis des choses des actes qui le rattrapent aujourd'hui. Maintenant, je voudrais m'exercer en voyant l'image que nous avons derrière nous, mais moi je parlerai d'une œuvre d'art. D'une œuvre d'art qui impose une critique d'art. Parce que ça doit faire réfléchir nos chefs d'État pour dire que lorsqu'ils président à la commande de tout un pays ou bien de tout un système politique qu'ils incarnent. Donc, ils doivent à un certain moment s'assumer et assumer leurs responsabilités, préparer l'après-pouvoir. Et préparer l'après-pouvoir aussi, cela voudrait dire qu'on ne doit pas concéder un certain nombre de dérapages. Moi, quand je vois le général Omar el-Béchir en cage, mais moi je dis non, mais au-delà de tout ce que cela peut susciter comme tristesse, en tant qu'œuvre d'art, donc on doit porter des critiques. Et lorsqu'on parle de critiques, ce n'est pas exclusivement négatif. Les critiques sont également positives. Ces chefs d'État aujourd'hui au pouvoir dans nos pays doivent revoir cette image-là. Et lorsqu'ils reverront cette image-là, donc, ils vont se dire, mais je ne voudrais pas demain être à la place de Béchir. Lorsqu'il y a déjà cette manifestation d'une bonne volonté, ou pour ne pas être là-bas, mais ils doivent savoir ce qu'il faut poser comme acte pour ne pas se retrouver là-bas. Il y en a qui ont compris cette thématique. Ils sont partis. Après le mandat, ils sont partis. Je n'en disconviens pas. L'ancien président ghanéen, par exemple, il a fini son mandat, il est parti. Lorsqu'on prend d'autres présidents qui sont là, même dans les pays, même dans les pays francophones. Mais il y en a. Moi, je ne parle pas de tripatouillage de la Constitution. Je dis, lorsque vous vous rendez compte que votre politique ne répond plus aux aspirations du peuple que vous dirigé qui était le pouvoir. Oui, non, je partage cet avis, David. Lorsque vous vous rendez compte, mais la question qu'on doit se poser, est-ce que dans l'exercice du pouvoir, ils se rendent compte de cet état de fait? Ce n'est pas évident, c'est nous qui sommes là avec un regard extérieur. Pourquoi c'est en Afrique et au-delà? Je pose la question sur ce plan-là. Lorsque vous vous rendez compte que votre gouvernance n'est plus vraiment... Non, mais c'est trop facile. Quand vous prenez par exemple le président le nouveau président du Libéria, George Weah, il y a des manifestations monstrueuses actuellement contre sa gouvernance. On lui demande de partir? Non. Il ne va pas quitter parce que les gens sont descendus dans les rues. Oui, mais je suis d'accord, mais il faudrait qu'il soit à l'écoute de ce peuple-là. Parce que le peuple est en train de lui transmettre un message. Et que s'il n'arrive pas à sur ce message-là, il ne finira pas partir, forcément. Parce que c'est le peuple qui l'a fait venir au pouvoir, c'est le même peuple qui lui demande d'être à l'écoute de ce qu'il est en train de dire. Et bien s'il refuse, forcément, il partira. Et c'est le peuple là qui va le faire fuir. Non, Jérôme, je suis d'accord avec toi. Mais dans le cas d'espèce de l'exemple du Libéria, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que George Weah est à l'écoute de ce peuple qu'il a porté au pouvoir? Oui, credo. George Weah est arrivé... Non, j'ai juste posé une question. George Weah est arrivé au pouvoir, ça fait quoi? Ça fait 1 an. Oui. Il a 4 ans devant pour se rattraper, pour écouter le peuple, pour se corriger, pour faire mieux. S'il ne fait pas mieux, le peuple
libérien qu'il a porté au pouvoir sera ce même peuple qui va le faire fait partir. partie, C'est ce que Jérôme dit. De gré ou de force, à un moment, naturellement. ce président partira, à moins qu'il veuille se Oui, maintenir mais par quand là. on dit être à l'écoute du peuple, ça ne veut pas. Le président n'a pas une baguette magique pour répondre Le à même président a des justement. administrés, Oui, il a des mais ministres. il essaie quand même de faire ce qu'il peut Oui, faire. ça ne peut pas se faire dans une année, dans 2 ans. Mais ça, le peuple ne comprend pas. Mais la constitution libérienne lui a conféré 5 ans. Oui. Ça veut dire qu'en 5 ans, renouvelable. au bout de 5 ans, c'est le peuple qui le renouvellera. Non, mais- Non, C'est le peuple, raison de plus. le peuple ne Raison peut de que lui plus. renouveler lorsque Il a lui-même fait- il a il a la fait- volonté de repostuler. Écoutez, je Donc c'est Raison là de où se plus, pose. le président, avant d'arriver au pouvoir, a fait des campagnes, il a fait des promesses de campagne. Mais s'il n'arrive pas à tenir ces promesses-là, naturellement, il est en train de flouer le peuple. Et le peuple va réclamer ses promesses. Je Et suis s'il tout à fait n'arrive pas, d'accord. s'il n'arrive pas quand même à concrétiser, concrétiser, ouais, mais après finalement, 5 ans, le peuple ne serait pas d'accord avec lui. Il va être mis dehors. Ça, c'est d'ardent, il faut le reconnaître comme ça.